Niamey abrite pour la première fois la semaine du numérique. Ce rendez-vous réunit les ministres en charge de la communication des pays de l'AES. Sur place, il est notamment question de sauvegarde des données dans l'espace AES. Et puis ici au Mali, la 7e région militaire a un nouveau commandant, le colonel-major Daouda Sagara. Il a été installé dans ses fonctions hier à Kidal, nous dira Sidi El-Medi Ag Al-Baka au cours de ce journal. Vendredi 19 avril, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le numérique et la souveraineté, c'est le thème de l'édition 2024 de la Semaine du numérique qui se tient depuis hier à Niamey au Niger. Jusqu'à demain, plusieurs questions seront abordées, parmi lesquelles la sauvegarde des données dans l'espace AES, la mutualisation des services, la fibre optique ou encore les data centers. Prennent part à ce rendez-vous du numérique les ministres en charge de la communication des pays de l'AES. Commentaire, Boubacar Bablentouri. Le Niger abrite pour la première fois la semaine du numérique du 18 au 20 avril 2024. Cet événement, institué par l'Union africaine en 2009, se donne comme objectif de promouvoir la transformation numérique sur le continent. La semaine du numérique Sanoum 24 au Niger porte sur la thématique le numérique et la souveraineté. Durant les 2 dernières décennies, le gouvernement du Niger a mis l'accent sur la digitalisation de l'administration publique, la modernisation des infrastructures et l'accès à l'Internet à des coûts abordables. Quelques indicateurs nous permettront d'avoir une idée du monde des télécommunications au Niger. Ainsi, le taux de couverture réseau est de près de 93% lié à la population. Le taux de pénétration mobile est de 45%, soit près de 14 millions d'abonnés. Et le taux de couverture Internet est de 33%. Ces indicateurs montrent que nous devrons faire beaucoup mieux pour permettre à notre économie de connaître des succès. À ces indicateurs peu réduisants, il faut ajouter une mauvaise qualité de services de télécommunications électroniques. À ce niveau, notre responsabilité et celle des opérateurs de téléphonie sont engagées. Le Niger, tout comme les autres pays africains, est confronté à plusieurs enjeux liés au manque d'infrastructures. En Afrique, le difficile défi de la souveraineté numérique est lié à l'accessibilité et au contrôle de la connectivité, ainsi que la sauvegarde des données hors du continent. En hébergeant leurs données en dehors de leurs frontières, les pays africains cèdent une part de leur souveraineté politique, économique et numérique et prennent des risques. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, à un moment où l'existence même de nos pays est menacée. Nous devons donc nous assumer pleinement, briser nos chaînes et rechercher et gagner notre souveraineté dans tous les secteurs. Le numérique, qui est aujourd'hui un instrument au cœur du développement des nations et dont la maîtrise doit nous permettre d'exister et de nous affirmer dans le village planétaire. Selon l'Union internationale des télécommunications en 2021, le continent concentrait 1,3% des data centers mondiaux, moins d'une centaine, dont la moitié est en Afrique du Sud. La présente semaine est hautement importante à tout point de vue, car elle nous permet de réunir les acteurs du majeur de divers horizons pour discuter, échanger et collaborer sur les moyens de stimuler la transformation numérique dans notre espace sahélien. Ces conclusions doivent nous amener à d'importantes réformes de refondation de tous les secteurs de notre vie socio-économique. Ce qui ne se fera pas sans secouer quelques conservatismes administratifs et habituels qui ne manqueront pas de résister. C'est donc par toute la force d'une volonté politique que nous réussirons la transformation numérique si nécessaire à nos populations. Le Mali a entrepris dans cet objectif plusieurs démarches, notamment en dédiant depuis l'an 2000 un ministère spécialement chargé des technologies de l'information et de la communication, qui a entrepris de profondes réformes qui sont à la base de nos avancées actuelles. Les data centers sont des gros consommateurs d'énergie et sont facilement installés dans les pays froids. Mais il est possible de remédier à ce facteur pour la mutualisation des services et l'investissement dans le solaire.
Au même moment, ici à Bamako, démarraient les travaux de l'atelier des journées d'échange sur l'Alliance des États du Sahel, organisé par le ministère des Maliens établi à l'extérieur. L'atelier a pour objet de créer un espace d'échange et de réflexion autour de l'Alliance des États du Sahel. Les participants réfléchissent aussi sur la création prochaine de la Confédération des États du Sahel. Le reportage de Youssouf Diakiti. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a voulu cet atelier pour permettre aux experts de mieux réfléchir sur les différentes articulations de la mise en œuvre de l'Alliance des États du Sahel. Cet atelier vient en contribution et en complément de l'ensemble du travail énorme, gigantesque et combien important qu'ont accompli nos 3 États respectifs dans le cadre de la concrétisation de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs aspects ont été déjà développés et ont déjà obtenu des résultats significatifs et salutaires. Les discussions porteront également sur les opportunités économiques de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes des pays très riches, mais visiblement également pauvres. La richesse, elle est indéniable et je pense que cette volonté de nos chefs d'État de mettre nos 3 pays ensemble pour affronter tous les problèmes est un témoignage vivant de leur volonté également de s'apaisantir sur ces aspects économiques et de créer toutes les opportunités pour que les richesses de nos pays profitent à nos peuples. La circulation des personnes et de leurs biens, la gestion efficiente de la question sécuritaire sont également au cœur des priorités de l'Alliance des États du Sahel. Nos États se sont mis ensemble pour affronter ensemble les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme. Ce travail a déjà commencé et je pense que c'est un travail qui va continuer. À l'issue des travaux sont attendues des recommandations. Recommandations, une fois opérationnelles, permettront d'atteindre les objectifs recherchés par les États. Je vous l'annonçais également en titre, la 7e région militaire a un nouveau commandant, le colonel-major Daouda Sagara. Il a été installé dans ses fonctions à Kidal par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samaki. C'était en présence des autorités administratives, militaires et politiques de la 8e région, Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Moussa Togo. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la région militaire numéro 7, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel-major Daouda Sagara, ici présent. Sous la supervision du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Abdou Samba Silla passe le témoin au nouveau commandant de la 7e région militaire, le colonel-major Daouda Sagara. Le nouveau commandant des zones compte multiplier les efforts pour renforcer la présence des FAMA dans la région et appelle les populations de Kidal à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde et sincère gratitude aux plus hautes autorités du pays et à la hiérarchie militaire, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et la haute hiérarchie militaire pour le choix qui a porté sur moi, poursuivre, à améliorer, à renforcer les missions déjà en cours d'exécution. Et cela s'inscrit en droite ligne des orientations et des instructions de la haute hiérarchie militaire. Il s'agit là de la défense et de la sécurisation sur toute l'étendue de la région de Kidal et également de protéger et de sécuriser les populations et leurs biens, leur permettre de vaquer en toute liberté à leurs activités quotidiennes. La cérémonie a été marquée par une minute de silence en hommage aux braves soldats qui sont tombés pour l'honneur et la dignité du Mali. Et il faut le dire, à Kidal, les FAMA ravitaillent la région à travers le convoi humanitaire sur l'axe Gao-Kidal et avec la frontière algérienne. Un repas de corps a mis fin à la cérémonie.
La délégation du comité de pilotage du dialogue intermalien a rendu visite hier jeudi à la veuve de feu le président Modibo Keïta. Pour boucler la boucle, la toute première dame de la République du Mali a fait des bénédictions et elle encourage les autorités à persévérer dans le maintien du dialogue entre les Maliens. Reportage Nyanya Aliou Traoré et Tchedje Kamara. S'inspirer du passé pour bâtir le futur, c'est ainsi qu'on pourrait bien qualifier cette visite du président du comité de pilotage à la veuve du premier président de la République du Mali. C'est un document de travail. Oui. Keïta Fanta Diallo, aujourd'hui octogénaire, est la digne héritière des ambitions panafricanistes de son défunt époux. Avec lui, ils ont amené le Mali à son indépendance, posé les jalons de son développement et aussi lui donner cette allure à s'affirmer sur la scène internationale. Et tout cela avec l'accompagnement du peuple malien. C'est donc un langage connu que le président du comité a délivré en ce jour en demandant le soutien de Mme Keïta dans la réussite de sa mission. Se remémorer, de se souvenir que Modibo Keïta fut le premier président de ce pays-là. S'il a un enfant qui vit, une épouse qui vit, un parent qui vit, nous devons aller les saluer et leur demander de contribuer à l'unité nationale pour lequel Modibo a consacré sa vie. Nous sommes avec les jeunes, il faut qu'on leur montre le chemin que Modibo a tracé avant de partir. C'est entouré de la famille et des fidèles des idéaux de feu le président Modibo Keïta que la délégation a échangé. Très attentifs à l'initiative, ils préciseront que les ambitions du colonel Assimi Goïta dans la refondation de notre pays sont en droite ligne de celles voulues et affichées à son époque par le président Keïta. Le président du comité, je considère que ça a été la main heureuse, ceux qui encore l'ont chargé de ça. Et le couple l'échine, parce que ça pile comme le poids il a dit sur lui. Mais ça, c'était indispensable. Comme on le dit, il y a un adage chez nous au Mali qui dit « Notre respect et notre considération échoient à ceux qui nous en vouent autant ». Le fait de s'être déplacé pour venir voir la famille de feu Modibo Keïta, prendre son avis, chercher sa bénédiction pour le travail ô combien honorable qui vous a été confié, mais qui ne vous a pas été confié qu'à vous, mais qui a été confié à tout le Mali. Je pense que ce n'est que justice faite de venir voir sa veuve et sa fille et leur dire tout ce que l'on attend d'eux, surtout en termes de bénédiction, pour que le travail qui vous a été confié réussisse. Puisse Dieu nous assister. Quant à la veuve Keïta, malgré le poids de l'âge qui a certainement pris un certain ascendant sur la teinte de sa voix, elle s'est adressée à ses visiteurs. Une marque de plus de la considération qu'elle accorde au Mali et à son bien-être. Notre passage dans la famille nous a également permis de faire un saut dans l'histoire du premier président malien. Sa fille nous a montré la radio qui l'accompagnait lors de son séjour en prison, sa carte d'électeur datée de 1915 ou encore son tapis de prière qui résiste tant bien que mal aux péripéties du temps. Oui, les femmes sont mères et conseillères. Elles ont des responsabilités pour la bonne réussite de ce dialogue. À Tombouctou, les femmes de la région entreprennent même des initiatives pour réconcilier les communautés afin de recoudre le tissu social. C'est un reportage de Najim Babassissé. À Tombouctou, les femmes ont toujours joué un rôle dans le mécanisme traditionnel de résolution des conflits. Même si elles ne s'affichent pas directement, elles agissent en faveur de la stabilité et l'apaisement social au sein de la société, aussi bien que dans les familles. La femme de tout le temps a toujours agi dans l'ombre. Par rapport au conflit, elle n'est pas très exposée comme l'homme. Mais les hommes qui s'exposent et qui arrivent à trouver vraiment une solution au problème, c'est sûr, tu trouves dans les coulisses la femme
par rapport au conflit donne son avis. Et comme c'est les hommes qui sortent en général pour essayer de débattre du conflit, quel que soit son genre, et l'homme qui réussit à régler, ou le groupe d'hommes qui réussissent à régler, tu trouves toujours qu'ils ont eu des conseils en douce. Quand la femme veut, elle peut. Donc elles avaient leur mécanisme à elles pour pouvoir amener l'entente dans les cas où des conflits, mais elles n'étaient pas assez impliquées. Certaines mésententes peuvent prendre d'autres proportions et deviennent du coup des conflits généralisés, où seules les femmes mères et conseillères ont la capacité de résolution. La place que la femme occupe, elle occupe une place de maman, une place d'éducatrice d'enfants, une place de conseillère, une place de sœur. Et c'est celle qui a le cœur plus doux, qui ne pousse jamais son enfant ou bien son mari dans un conflit quand elle est une bonne femme. Les choses ont beaucoup évolué. Il n'y a presque pas de comparaison entre hier et aujourd'hui par rapport à la place des femmes dans le mécanisme de gestion des conflits. Les femmes sortent même, il y a certaines femmes qui sortent même pour s'imposer, pour avoir la paix dans le conflit. D'autres se remettent seulement à un regroupement, venir sagement en grand nombre pour demander la sécession et la compréhension dans les conflits. Moi, je pense que la femme, maintenant, a un rôle très important. Parce que la femme doit être tout d'abord sensibilisatrice, mobilisatrice, et aussi elle doit trouver les mécanismes et les moyens pour pouvoir amener les gens à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le dialogue intermalien est désormais enclenché. Les femmes ont autant que les hommes des responsabilités pour la bonne réussite de ces concertations qui tiennent à cœur aux hautes autorités de la transition. Les femmes sont impliquées, elles s'impliquent davantage et que les femmes sont au cœur de ces dialogues. Même si celles qui ne sont pas présentes, en tout cas la restitution, les femmes le feront. Aujourd'hui, la femme peut sortir, s'exprimer et demander carrément certaines choses pour que ça aille et qu'ensemble on coule le tissu un peu déchiré. Nul ne doit ignorer la place des femmes dans le mécanisme de gestion des conflits. Néanmoins, celles que nous avons rencontrées estiment qu'il faut accentuer davantage leur participation dans les questions d'intérêt national. Fin de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako. Débutée le 29 janvier 2024, la Cour a planché sur 163 affaires impliquant 225 accusés détenus. Les chefs d'accusation étaient composés de crimes, d'assassinats, de meurtres, entre autres. Aucun renvoi n'est à noter. Les affaires inscrites au rôle de cette session ont toutes été jugées avec justesse et sagesse, conformément aux règles en vigueur selon les acteurs de la justice. Juridiction compétente pour juger les crimes, la Cour d'assises vient de boucler les travaux de sa première session. Durant 51 jours, la Cour a jugé 163 affaires impliquant 225 accusés. Les chefs d'accusation sont relatifs aux crimes d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, d'association de malfaiteurs, de viols, de pédophilie, d'attentats à la prudeur et de vols qualifiés. Les audiences tendues, parfois houleuses, empreintes d'émotion et de tristesse, ont permis à la Cour de dire le droit. Les peines prononcées à l'issue de cette session se présentent comme suit. Peine de mort, réclusion à perpétuité, réclusion à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis. Sur ces peines prononcées, 34 au total l'ont été par contumace. Au total, à côté de ces peines, on relève 50 acquittements. La bonne réussite d'une session d'assises, c'est d'abord l'engagement et la détermination des ressources humaines qui sont chargées de l'animer. Et cela avec la volonté, l'accompagnement des hautes autorités. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette session. Cette session a connu essentiellement l'examen d'affaires portant atteinte à la personne humaine. À ceci s'est ajouté des atteintes aux biens. Évidemment, des condamnations sont intervenues, mais aussi des acquittements au grand plaisir du barreau que je représente ici.
parce que quelque part, nous avons le sentiment du travail bien accompli. S'il n'y a eu aucun renvoi à l'issue de la session, ce qui constitue d'ailleurs une prouesse, cependant dans les procédures soumises à l'examen, certaines insuffisances ont attiré l'attention des acteurs judiciaires. La perfection est du domaine du divin. Nos actions sont toujours perfectibles. Il est alors important, voire capital, de cerner leur personnalité à travers des éléments comme principalement l'expertise mentale, le casier judiciaire et les renseignements des moralités dont la production est une exigence légale. Notre appareil judiciaire est en pleine évolution en fonction du contexte. C'est ainsi que la Cour d'assises, dans le cadre des réformes, va très bientôt disparaître. C'est bientôt l'adoption des textes pénaux, code pénal et code de procédure pénale, et par conséquent la disparition de la Cour d'assises, en tout cas dans sa forme actuelle. Ce serait désormais le double degré de juridiction en matière criminelle. C'est salutaire et cela permettra de donner un souffle nouveau à notre appareil répressif à un moment où les besoins de justice de nos populations se font de plus en plus grands. Mais avant cela, à partir du 24 mai et jour suivant, s'il plaît à Dieu, s'ouvrira la session spéciale sur les infractions à caractère économique et financier. Notre préoccupation, Monsieur le Président, comme vous le savez, c'est qu'on a beaucoup de dossiers qui n'attendent que d'être jugés. La tenue des sessions d'assises qui procèdent de la volonté politique nécessite l'engagement et l'implication de tous les acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers commissaires de justice, greffiers, secrétaires de greffe, parquets, assesseurs, officiers de police judiciaire et surveillants des prisons. C'est la fin de cette édition. À 20h, vous serez en compagnie de Ibrahima Traoré. Passez une belle journée.